Bonjour les gens, c'est lundi, que lisez-vous? Eh bien moi je lis tout sauf du roman. Voilà, c'est chose faite, c'est chose dite. Donc si vous êtes intéressé spécifiquement par les romans, vous pouvez vous en aller. Si vous aimez ma bouille, vous pouvez rester. Plus sérieusement, il n'y a pas eu de C'est lundi que lisez-vous la semaine dernière parce que j'ai fait pas mal d'autres choses, notamment de regarder une série télé toute la saison 1 pendant une semaine, comme une grosse débilos que je sais être parfois. Donc mes lectures en ont pris un coup. Mais voilà, là j'ai lu quelques petites choses assez intéressantes et assez variées en fait. Assez intéressantes, oui, intéressantes parce que j'ai découvert des trucs. Par contre j'ai été, pas déçue, mais j'ai pas lu forcément ce que j'avais envie de lire. Ça aussi, ça arrive. Après la semaine bof, la semaine, tiens, je pensais lire ça et finalement je lis ça. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de me faire une lecture, une semaine lecture 100%... 100%, je sais pas quoi en fait, je dis des conneries. Allez, je me tais, enfin j'arrête de raconter ma life et on passe au bouquin, ce sera peut-être plus intéressant. J'ai enfin terminé la pseudo-biographie de Quentin Tarantino, qui n'est donc absolument pas une biographie. Je sais pas quoi vous dire de ce livre, ça a été poussif. Voilà, ça c'est un bon terme ça, poussif. Quoi vous dire? Quoi vous dire? Le monsieur qui l'a écrit, Jérôme Charrin, a pris le parti de raconter à la fois la vie de Quentin Tarantino, en tout cas comment il en est arrivé à devenir le réalisateur qu'il est, en mélangeant ça aux influences cinématographiques de Tarantino, avec beaucoup de détails, et en expliquant en long, en large et en travers certains liens entre les films de Tarantino et Tarantino lui-même. Le pourquoi du comment tel acteur, le pourquoi du comment telle scène, le pourquoi du comment tel cheminement de pensée, etc. Ce qui nous donne un ouvrage que je trouve personnellement très fouillis, mais vraiment, vraiment fouillis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans l'enfance de Tarantino, la page suivante, vous êtes dans le script détaillé, étape par étape du début de Kill Bill ou du début de Reservoir Dogs, etc. Et la page suivante, vous êtes dans l'interprétation au niveau très détaillé d'une des œuvres préférées de Tarantino, type Godard ou autre. Voilà. Accrochez-vous bien comme il faut à vos slips pour réussir à suivre. Pour moi, ça a été foireux total. J'avais déjà d'une part envie de lire uniquement la biographie de Quentin Tarantino, d'où il vient, quelle a été son enfance, quelles ont été ses influences, certes, mais pas au niveau de détail qu'il y a dans ce bouquin, dans le côté archéologique du truc, et surtout les différentes étapes un peu chronologiques, j'ai envie de dire, de son avancée, de son épopée, de ce que vous voulez quoi. Bref, une biographie plutôt classique. C'est ça que j'avais envie de lire. C'est pas du tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Donc, si jamais vous avez cette envie, non. Après, si vous avez envie d'avoir une vision globale des films de Tarantino, si ça vous dérange pas de vous faire spoiler tous les débuts de films, voire tous les films d'ailleurs, hein, que ce soit Reservoir Dogs, que ce soit Pulp Fiction, que ce soit Kill Bill, qui sont vraiment racontés dans le détail, si vous les avez pas vus, vous n'avez pas envie de les voir, allez-y. Mais je pense aussi qu'il faut une solide culture cinématographique pour comprendre certains propos, et c'est pas mon cas, donc du coup j'étais larguée, et c'est pas des trucs que j'ai envie de connaître. Par exemple, on parle beaucoup de Citizen Kane, parce qu'il y a un lien qui est fait entre le réalisateur de Citizen Kane et Quentin Tarantino. Moi j'ai pas les connaissances, et j'ai pas envie d'avoir les connaissances pour comprendre. Donc forcément, j'étais larguée. Pareil sur plein de noms de réalisateurs qui sont donnés comme étant, j'imagine, extrêmement connus. J'ai eu un peu l'impression d'ouvrir un livre d'art, un petit peu comme si je cherchais à découvrir tel ou tel peintre, et que pour me présenter tel ou tel peintre, on le contextualisait avec tous les peintres de son époque ou tous les mouvements de son époque. Et que du coup, si vous connaissez pas ces autres peintres ou ces autres mouvements, c'est hyper difficile de vous situer. C'est l'impression que j'ai eue tout au long de ce livre. Donc j'étais contente de découvrir des petites anecdotes à droite à gauche, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. J'allais dire pas mal, mais non, juste quelques-unes. Mais non.
J'ai ensuite lu un tout petit essai qui m'a été offert très récemment par Lily, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que très documenté. Documenté, vous allez voir, j'ai du mal. Oui, c'est ma pompe sous mon bras. Parce que des fois j'oublie de quoi j'ai envie de vous parler et j'essaie d'être synthétique. Ça fait 60 pages, ça s'appelle Désobéir pour les animaux, écrit par le collectif Les Désobéissants et produit par Le Passager Clandestin. Il y a plein d'autres sujets qui sont abordés par cette maison d'édition. Je vais essayer de vous retrouver la liste, parce que j'avais une liste que j'ai trouvée géniale, parce que j'ai bien envie d'en lire d'autres. Mais il y a par exemple Désobéir pour l'eau, qui pourrait m'intéresser, Désobéir à Big Brother, Désobéir à l'argent, au sexisme, à la précarité, Désobéir par le rire. Il y a plein de sujets qui ont été abordés. Je pense que c'est une collection à laquelle je vais m'intéresser. Ceci étant dit, c'est un tout petit livre en 4 parties, on va dire. Une partie historique, comment est-ce qu'on en est arrivé à développer cette désobéissance pour les animaux, quelles ont été les premières actions qui ont été menées, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça. Il y a ensuite une partie pratico-pratique avec les actions à mener, donc ça c'est vraiment aussi hyper intéressant, qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain, au quotidien pour désobéir pour les animaux, et vous avez une partie ressources, et c'est ça qui est génial, parce que personnellement, la flamme, je l'ai, le côté militant, je l'ai, l'envie de partager et d'expliquer, je l'ai, mais parfois je ne sais pas citer de sources. Et c'est vrai que quand vous êtes face à certaines personnes un petit peu sceptiques, voire mal intentionnées, voire de mauvaise foi, ça arrive aussi, ça peut être bien d'avoir vraiment vos sources, et là vous avez des idées de livres, d'essais qui ont été écrits, vous avez des articles de presse, vous avez des articles sur internet, et vous avez également des ressources audio ou vidéo, enfin c'est hyper complet en un tout petit bout de page. J'y reviendrai dans une autre vidéo que je vais consacrer prochainement au livre plutôt justement protection animale. J'en ai un paquet à lire dans ma palle et je pense que peut-être que je le ferai sous la casquette véganisme pour en intéresser certains et puis pour faire quelque chose de plus thématique. L'homme est une poupée en la main d'un géant. Nous sommes des jouets sur le damier des êtres et le quittons bientôt pour rentrer au néant dans la botte et dans l'ombre où les vers sont nos maîtres. Ce petit poème, ce petit quatrain est d'Omar Khayyam. Omar Khayyam est un poète, ou plutôt est un poète slash philosophe slash mathématicien slash astronome persan du XIe siècle que j'ai découvert grâce à mon papa au cours d'une discussion sans queue ni tête, histoire de placer encore une petite expression qui ne sert à rien. Il m'a parlé de cet homme-là. Et j'ai eu envie d'en savoir plus parce que le quatrain qui m'a récité de tête à table me paraissait très joli et j'ai envie de connaître ce bonhomme. Vous pouvez trouver beaucoup de ces quatrains directement sur Google est votre ami, mais également tout simplement sur sa page Wikipédia et moi je trouve ça très beau. Ce sont des quatrains, donc uniquement des quatrains, en persan a priori ça s'appelle des rubéias. Il en a écrit pas mal, mais c'est assez difficile de prouver, on va dire, leur origine, leur authenticité. C'était très varié. Après, il y a eu des soucis peut-être également de traduction, à savoir qu'il n'a pas été traduit avant le 19e siècle en anglais et le 20e siècle en français. Donc il y a du temps qui est passé. Et voilà, après c'est sujet à interprétation quoi. Ce monsieur a écrit ses poèmes en persan, mais a écrit ses ses écrits scientifiques, études scientifiques, ça ne veut rien dire, en arabe. Apparemment c'est quelqu'un qui est très intéressant. Je n'ai pas encore tout lu de sa biographie, ou en tout cas de sa page Wikipédia, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus, donc je pense que je lirai une des traductions qui a été faite, je vous mettrai le lien là ou là. Il existe un petit livre qui regroupe ses écrits et les écrits d'un autre également, dont j'ai oublié le nom. Et c'était le truc un peu différent. Voilà, j'ai lu des poèmes cette semaine, ça change un peu. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des quatrains, donc c'est rapide à lire. Vous pouvez vous en glisser un ou deux sous la langue comme ça en passant assez rapidement. Ça fait du bien, c'est beau à l'oreille. Moi, je trouve ça hyper agréable à écouter, la poésie. Et en même temps, c'est suffisamment court pour que vous puissiez vous poser et y réfléchir. Et ça, je trouve ça génial. Le côté aussi philosophique de la coup de cœur pour ce
ce poète, cet homme, ce philosophe, ce que vous voulez, et à poursuivre, voilà, à creuser un peu pour en découvrir plus sur lui. Toujours dans le genre bizarroïde, j'ai lu les contes bien-être, contes à gratter pour découvrir la richesse de la vie, qui est un tout petit livret. Je sais pas si on peut vraiment parler de livre, c'est plutôt, vous savez, comme c'est une idée positive par jour, une phrase pour se sentir bien au quotidien, 365 jours de bonheur, tous ces petits ouvrages qu'en fait vous lisez rarement d'un coup, plutôt par étapes. Et ben voilà, moi dans les 15 derniers jours, j'ai lu pas mal des contes de cet ouvrage, je les ai tous lus en fait, certains je les ai parcourus un peu plus vite que l'autre. On n'est pas dans du conte au sens, je vais dire classique du terme. Est-ce qu'il y a vraiment un sens classique au conte? Mais en tout cas tel qu'on l'imagine, tel qu'il est défini, on est entre la fable, le conte, la parabole, l'oralité aussi, des sagesses populaires, je dirais. C'est un petit peu tout ça mélangé. Et en fait, ça a été écrit, alors j'ai mangé son nom, pourtant tout à l'heure je l'avais, Malek Boukherchi, qui est en fait un ultra-marathonien. Voilà, donc déjà là vous dites mais mais si vous faites des recherches sur ce monsieur, il se définit également comme un guetteur de rêves. Donc c'est quelqu'un qui a une philosophie de vie également. Vous pouvez trouver quelques vidéos de lui en interview sur YouTube. Il est assez intéressant à écouter, je trouve. Et donc il a participé à cet ouvrage des éditions Jouvent. En fait, à chaque fois, l'originalité, parce qu'il faut bien que ce soit un peu original, c'est que vous avez donc un conte. Vous voyez, c'est très court, hein. Maximum, ils font 2-3 pages. Et à chaque fois, plutôt qu'avoir la fin du conte, la morale, elle est dans une carte à gratter. Alors moi, j'en ai gratté aucune. Le fait est qu'ensuite, vous avez toujours une petite explication qui vous permet plus ou moins de découvrir quelle est la morale. Moi, je voulais pas gratter en fait. J'ai pas osé. Ça me dérange pas de corner mes pages, de gribouiller tout ça, mais ça m'a fait comme les cahiers de coloriage que je ne colorie jamais. J'ai pas pu gratter les cases. Alors, il y a quelques contes qui sont très jolis, notamment un ou deux en rapport avec comment est-ce qu'on occupe l'espace, qu'est-ce qui fait qu'une pièce se remplit, est-ce que ce sont les objets que vous mettez dedans ou est-ce que c'est le rire, les paroles, la présence de l'autre, la lumière, la clarté, les ombres, tout ça, c'était très très joli. Il y en a d'autres où je trouve qu'il y avait un gros décalage entre la simplicité du texte et le sac de nœuds qu'ils nous ont fait dans le zoom à la fin, dans l'explication en fait, où ils emploient des grandes phrases avec des gros mots, et j'ai trouvé ça un peu, voilà, c'était bizarre. On a l'impression que d'un côté on a un ouvrage simple, et de l'autre on veut lui donner un peu de professionnel avec des trucs un peu alibanqués. Alambiqué, pardon, j'ai la langue qui fourche, c'est lundi matin. Donc voilà, c'est rigolo. C'est un truc qui peut être sympa à offrir, je sais pas, dans un calendrier de l'Avent à Noël ou en petit cadeau supplémentaire, c'était le cas d'ailleurs pour Lily. C'était rigolo, mais bon, est-ce que je l'aurais acheté de moi-même? Je pense pas. Et enfin, aussitôt reçu, aussitôt lu, je vous l'avais dit dans le swap, j'ai reçu dans le swap femme la BD, donc le féminisme en 7 citations ou en 7 slogans, écrit par Anne-Charlotte Husson et illustré par Thomas Mathieu, de la petite BDthèque des savoirs. Donc là, c'est comme pour le collectif Les Deux Obéissants, il y a plein de sujets qui sont abordés par cette petite BDthèque, donc je vais sans doute en lire d'autres, parce que le format est hyper bien fait. Vous avez une première partie en fait avant-propos qui est écrite, qui vous décrit donc la situation, le contexte, donc là en l'occurrence la naissance du féminisme, et ensuite vous avez directement donc la BD. L'idée à chaque fois c'est une citation, donc là la première c'est: la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Une phrase qui a été prononcée donc par Olympe de Gouges dans le cadre de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc une première partie écrite plutôt genèse et histoire, assez condensée pour contextualiser là aussi le propos, et ensuite donc les 7 slogans illustrés avec une explication du pourquoi, du comment de cette phrase, qu'est-ce qu'elle sous-entend, etc. D'ailleurs il y a des très jolies phrases, je vous en lis quelques-unes parce que je les ai notées tellement je les adorais. Un des slogans c'est: nos désirs font des ordres, je trouve ça génial, nos désirs font des ordres, je vous laisse...
J'ai noté aussi jouir plutôt que se reproduire, ça me plaît bien aussi. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. Il n'y a pas un mais des féminismes. Et ça, je crois que c'est ce que je retiens le plus de cette œuvre, c'est qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de façons d'interpréter la notion de féminisme. Ça peut paraître évident, bien sûr, mais quand vous avez une idée sur un sujet, si vous n'êtes pas confronté à d'autres personnes qui partagent votre point de vue tout en ayant des subtilités, c'est difficile de pouvoir enrichir votre propos. Et là, en l'occurrence, j'ai été confrontée à des sujets auxquels je n'avais pas pensé. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des sujets au sein même du féminisme qui pouvaient poser difficulté. Type le viol, type l'avortement, et type je ne sais plus quoi, parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais pour moi, c'était d'une telle évidence qu'on était d'accord, et même dans ma phrase, le « on » il était à définir, hein, mais qu'on était d'accord sur ce qui était inclus ou non dans le féminisme, que ça me venait même pas l'idée que ça pouvait pas être le cas. J'ai découvert aussi que les femmes noires pouvaient souffrir en fait de plusieurs formes de discrimination et que du coup elles ne se retrouvaient peut-être pas dans le féminisme tel qu'on l'entend femme blanche. Je suis peut-être très maladroite dans ce que je dis parce que j'ai du mal, comme ce sont des notions qui sont nouvelles pour moi, j'ai du mal à les définir et en parler correctement, donc je m'excuse si je heurte quelqu'un au passage, c'est totalement involontaire, mais voilà, l'idée c'est que j'ai découvert des termes, je les ai notés tellement c'est pas évident hein, pour moi. Il y a la notion notamment de féminicide. J'avais même pas idée qu'on pouvait parler de féminicide alors que c'est tellement évident. Et donc il y a la notion de socialisation de genre. Alors ça me parle un peu plus maintenant parce que j'apprends énormément, notamment grâce aux vidéos de Cordélia, grâce aux vidéos aussi de Vivre avec. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vulgariser ces termes sur YouTube notamment et c'est très bien. Et aussi la notion donc de intersectionnalité. Donc notamment les femmes non blanches. J'ai aussi appris dans un domaine beaucoup plus léger comment est-ce qu'était apparu le premier vibromasseur. J'ai appris qu'au départ, il s'agissait en fait de soigner l'hystérie et qu'à une certaine époque, on imaginait que pour soigner l'hystérie, il fallait stimuler le clitoris et les médecins, ils étaient un petit peu fatigués de stimuler manuellement le clitoris et du coup ils ont inventé le vibromasseur. C'est un truc de fou quand même. Voilà, il y a plein d'informations, c'est hyper riche, c'est documenté, c'est super bien fait et franchement je me suis régalée. Donc la BD Tech, le féminisme, je vous le conseille. Donc vous voyez du poème, du conte, de la BD, du livre fouillis, un peu de tout, mais pas de roman cette semaine, ou en tout cas sur les 15 derniers jours. J'en ai commencé un, est-ce que... Oui, je l'ai là. J'ai commencé celui-ci, Rien n'est trop beau, de Rona Jaff, qui tourne autour des femmes également, puisqu'il parle de toutes les premières secrétaires quand les femmes pouvaient accéder au travail aux États-Unis. Ça rappelle le monde de la série Mad Men, c'est ça? Je suis pas sûre parce que j'ai pas regardé cette série, mais je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est la même époque, mais en tout cas ça m'y fait penser assez spontanément. C'est, voilà, il fait quand même 660 pages. Je l'ai commencé tout doucement, mais j'ai vraiment du mal avec les gros livres. Hein, je n'aime pas passer plein de temps sur un livre. J'aime bien varier en fait les sujets, les thèmes abordés et je me retrouve beaucoup plus dans les contemporains petits formats type allez maximum 250-300 pages et encore ça commence à être gros que dans les pavés. Et c'est pas tant le nombre de pages hein, parce que je peux lire 3-4 petits romans à la suite, du coup ça revient au même, mais c'est le fait de changer d'univers. C'est peut-être pour ça en fait que je suis pas fan des séries aussi, je suis en train d'y penser, au-delà du côté marketing de certaines séries. Donc voilà, donc je l'ai attaqué et ça a pas raté, au bout d'une centaine de pages, j'ai eu envie de changer de sujet quoi. Parce que je savais que une heure plus tard, le livre serait pas fini, il y avait encore plein de trucs. Alors c'est vrai que ça permet de développer des univers, de développer des personnages, et quand j'ai lu Le cœur des femmes, il est pareil, il y a plus de 500 pages, je me suis régalée, j'ai adoré ce bouquin, mais ça me... je sais pas, c'est pas la même démarche et j'ai du mal. Je suis peut-être bizarre, je sais pas.
Ça vous le fait, vous, ça, ou non? Oui? Non? Et pour terminer, ma lecture du moment, c'est un livre de développement personnel, j'en suis quasiment la moitié. C'est Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Danzbourg que j'ai décidé d'attaquer parce que vous allez le voir, je pense jeudi, j'ai fait une vidéo sur mes objectifs de vie, où c'est que j'en étais, et j'en suis pas bien loin. Et dans mes objectifs de vie, il y avait commencé à m'intéresser en fait à la notion de communication non violente. Ça fait quelque temps que je connais le concept, que je connais les grandes bases, mais j'ai jamais creusé plus que ça. J'avais commencé à lire... Pourquoi j'avais commencé à lire? J'ai lu 1 ou 2 livres de vulgarisation très rapides, très courts sur le sujet qui m'ont pas vraiment convaincue au niveau de la forme, comment c'était écrit, j'ai trouvé que c'était limite neuneux, voilà. Sauf que Thomas Danzbourg, je l'ai vu en conférence, je l'ai trouvé très intéressant, donc ça m'a donné un petit peu plus envie de découvrir cet homme-là. Et donc j'ai attaqué ce livre. Tout ça pour ça, Laurence, arrête de raconter ta life. En même temps, je suis là pour ça. Non? Bref, communication non violente, beaucoup d'exemples qui sont donnés. Pareil, sans doute vidéo dédiée au développement personnel, comme pour Désobéir pour les animaux, vidéo dédiée à la protection animale, parce que ça me permet de développer plus ce que j'ai apprécié ou pas, ce que j'en ai compris, que dans les vidéos update lecture, tout simplement. C'est pas pour faire de la catégorisation à tout prix, c'est plutôt que ça me laisse plus d'espace pour en discuter avec vous. Et puis peut-être que certains sont intéressés pour en savoir plus sur la communication non violente. Voilà, c'est mon livre du moment. Ça faisait depuis 2012 que je l'avais dans ma, dans ma bibliothèque, parce que dedans j'ai retrouvé un ticket de caisse de 2012. Pour la petite histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez envie de me dire ce que vous êtes en train de lire, vous pouvez comme d'habitude le faire en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!